Coucou, moi c'est Victor Durand-Lepeuch et vous écoutez Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Série d'été 10, le livre qu'on a écrit ensemble. Ça demande tout un village. Bon, il est temps de mettre fin à cette série d'été parce qu'on est déjà en octobre, quoi. C'est plus trop l'été. Et puis il commence à faire froid. Alors voici le dernier épisode. Et puis surtout, bonne nouvelle, le livre il est sorti. Ça y est, il est disponible dans toutes vos bonnes librairies. C'est un vrai objet qui peut circuler, qui est commandable en librairie et que vous pourrez retrouver sur les étals. Vous pouvez encore le commander sur la maison d'édition qui vous l'enverra. Enfin voilà, il y a plusieurs façons de l'obtenir. Mais en tout cas, lisez-le, achetez-le, faites-le circuler, parlez-en autour de vous. Ce serait super. La façon dont je l'ai conçu, c'est en partie pour être un manuel d'autodéfense antispéciste. Enfin, c'est ce à quoi j'espère qu'il pourra servir. C'est-à-dire essayer de bien comprendre le spécisme, comment ça fonctionne, se renforcer soi-même dans son antispécisme, et puis avoir des arguments sous la main pour répondre à toutes les objections qu'on reçoit en permanence quand on est engagé pour les autres animaux. C'est aussi pratique, vous pouvez l'utiliser en l'offrant à vos proches carnistes. Parce que quand on n'a plus envie de répéter 1000 fois la même réponse au énième argument, on peut se dire que voilà, c'est un beau cadeau. Et d'ailleurs, Noël est pas si loin. Moi ça va, j'ai même pas eu à l'offrir à mes parents, ils ont insisté pour avoir leur exemplaire. J'espère aussi que ça puisse servir à des publics différents, que ce soit à la fois une bonne introduction à la question, qu'on puisse prendre tranquillement, chapitre par chapitre, ou un chapitre par-ci par-là, enfin voilà, ça se lit pas in extenso de la page 1 à la page 400, parce qu'en plus il y a pas mal de pages, mais le but c'est que chaque chapitre soit très accessible et qu'il n'y a pas besoin de tout lire pour que ça nous apporte quelque chose. Mais comme c'est un peu une synthèse générale aussi de toute la pensée antispéciste qu'on peut déployer en face de toutes ces objections, le but c'est que ça puisse aussi servir à l'approfondissement. Et j'espère que tout le monde, du coup, y trouvera son bonheur et son intérêt, et qu'il y a un peu tout le temps les deux aspects dans chaque chapitre, c'est-à-dire des réponses bien tournées, des formules, des choses rapides à répondre si on n'a pas envie d'entrer dans le détail, et puis aussi plus de matière sur un peu le pas de côté en permanence, pour comprendre d'où vient cette objection, comment elle s'intègre dans l'idéologie plus générale du spécisme, avec quelles autres idées reçues elle s'articule, et puis comment on peut la déconstruire encore plus profondément que juste de montrer qu'elle tient pas debout dès le début. Souvent ça marche comme ça les chapitres. Et du coup la façon dont je le voyais, c'était d'essayer de faire à la fois une cartographie de l'idéologie spéciste, en la disséquant, en plein d'idées qui permettent de l'expliciter et de montrer les liens et ce qui fait l'articulation générale de cette idéologie, et parallèlement en face de aussi faire une cartographie de la pensée antispéciste et de montrer toutes les ressources intéressante qu'on a pour répondre à tout ça, et à quel point c'est une pensée de critique sociale intéressante, riche, puissante, robuste. Le but c'était de montrer ça aussi. Et cet aspect de double cartographie, ça explique qu'il y a en permanence des renvois entre les chapitres, parce qu'il y a sans cesse des liens tissés, et puis que le but c'était jamais de répéter les choses, donc dès que ça commençait à déborder sur un autre chapitre, je faisais un renvoi rapidement. Je voulais que l'ouvrage puisse rayonner vers toutes les ressources intéressantes autour de la question du spécisme. À la fois en puisant chez les antispécistes elles-mêmes, mais aussi chez d'autres personnes ou dans d'autres courants d'idées qui ne sont pas explicitement antispécistes, mais qui permettent de bien penser la question aussi, d'après moi, localement sur telle et telle question. Et du coup, j'ai essayé de lire plus largement, au-delà du mouvement, et d'aller puiser dans tout ce qui se fait de plus intéressant finalement pour penser la construction et la perpétuation du spécisme. Et aussi en puisant à des disciplines diverses, ou des espaces de pensée qui des fois se rencontrent pas, mais qui moi me parlaient pour répondre à telle ou telle idée fausse. Un de mes buts c'était aussi de continuer à moi me former, à pousser les recherches plus loin, et j'étais trop content de pouvoir passer ce temps pendant l'écriture pour explorer à fond des sujets dans lesquels j'avais pas eu le temps de me lancer jusque-là, ou d'essayer de présenter une nouvelle perspective, ou de faire renaître finalement une analyse qui était plus trop entendue dans l'antispécisme depuis quelques années. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant aussi de redéterrer des choses qui avaient déjà été explorées dans la pensée, mais qui sont encore utiles et importantes, et qu'il faut mobiliser, mais voilà, qu'il n'était plus trop. Et je pense que ça rentre en synergie avec le travail que j'essaye de faire dans ce podcast, dans Comme un poisson dans l'eau, de forger des armes pour la bataille culturelle. Et enfin, un dernier objectif que j'avais avec ce livre, ça en fait beaucoup, mais c'était aussi de me légitimer en tant que spécialiste, en tant qu'expert, en tant qu'intervenant sur ce sujet, parce que le système médiatique est ainsi fait en France que si on n'a pas un livre à vendre pour appuyer notre statut, en fait on est moins facilement invité, moins pris au sérieux,
Et donc ça aide d'avoir fait une synthèse du sujet, quelque chose qui sera reconnu pour sa valeur, pour sa précision, enfin j'espère. Et donc idéalement, j'espère pouvoir être invité plus facilement pour que le sujet soit traité, tout simplement. Aussi qu'on puisse me demander, que je puisse recommander d'autres personnes, placer des gens dans les médias en fait pour parler de la question animale, mais en parler bien. Donc comme je vous le disais, ce livre, ça se veut être un condensé de ma compréhension globale du spécisme. Elle vaut ce qu'elle vaut, voilà, je prétends pas tout savoir et j'ai pas tout exploré, et puis j'ai des avis particuliers que je défends parfois. J'essaie de le faire de la façon la plus honnête intellectuellement et puis nuancée et humble. Et je pense qu'il y a d'autres façons de comprendre les choses, très certainement. Mais voilà, c'est la façon dont moi j'envisage cette question, en ayant travaillé dessus depuis 4 ans, en ayant abordé plein d'idées, brassé plein d'idées dans le podcast, dans mes lectures, dans mes échanges avec énormément de personnes dans le mouvement, dans les analyses que j'ai essayé de faire mettre aussi et de développer dans des articles et des conférences. Bref, c'est beaucoup de travail qui sont condensés dans ces 400 pages. Et le but, c'est aussi que ça puisse rayonner vers plein d'autres ressources qui invitent à aller encore plus loin dans notre compréhension du sujet et qui rayonnent elles-mêmes vers plein d'autres ressources. Enfin, voilà, de connecter finalement toute une toile de connaissances qui nous permettra de mieux abattre le spécisme ou montrer qu'il ne tient pas debout. Et pour tout vous dire, ça a été quand même un peu un défi de couvrir autant de terrain. Surtout, moi j'avais très peur pour certains sujets de pas bien présenter les choses, parce que j'avais pas le temps de tout explorer en détail, de tout lire la littérature sur telle sous-question. Et puis comme j'essayais de traiter un peu toutes les objections qu'on entend, forcément ça m'obligeait à m'aventurer sur des terrains que je connaissais moins. Je voulais être sûr de rien oublier d'important, ou de pas mal présenter un argument, ou de pas, je sais pas, ignorer complètement certaines limites, ou voilà, il y avait vraiment plein de risques, et je voulais aussi essayer d'être quand même original, d'apporter ma touche personnelle, de bien écrire, de faire émerger une nouvelle façon de présenter les choses, voire une nouvelle perspective des fois sur certains sujets, ou d'avoir des formulations percutantes qui rendent un argument qui était déjà là beaucoup plus limpide et frappant, et là ça y est on le comprend parce que c'était ramassé en une phrase qui sonne bien et qui claque. Bref, j'ai vraiment essayé d'apporter de la plus-value pour chaque sujet, à chaque chapitre, de pas faire que synthétiser les connaissances, mais aussi de mettre ça en forme de la façon la plus accessible possible, et qui soit extrêmement convaincante, qu'on puisse suivre de façon limpide. Et voilà, aussi d'essayer d'apporter quelques analyses inédites qui valent ce qu'elles valent. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi je dirais que, en rigolant un peu, mais c'est pas complètement faux, je me suis mis à dire que 90% des idées sont pas les miennes dans le livre. Mais ça fait quand même 10% d'idées nouvelles, je pense. Et puis, dans les 90% qui sont pas à moi, évidemment, je cite toutes les personnes. Et puis, je pense que j'essaie de mettre des nouveaux mots ou des nouvelles façons d'articuler les arguments ou la pensée qui, elles, sont novatrices, j'espère, et en tout cas peuvent apporter des choses à la compréhension, même quand on connaissait déjà bien le sujet ou qu'on avait déjà lu tout ça. Je pense que les lire de cette façon-là, au fil d'un chapitre, bien ramassé en quelques pages qui répond à une idée reçue, j'espère en tout cas que ça peut apporter de la compréhension et rendre beaucoup plus facile le fait de contre-argumenter contre les objections spécistes qu'on entend à tout va. Et donc j'espère qu'à terme ça pourra dégommer les piliers idéologiques du spécisme et tous les ressorts qui le maintiennent en les défonçant un par un, en montrant qu'aucun de ces piliers ne tient debout, que tous s'effritent et que tous peuvent s'effondrer, puis qu'en fait il n'y a pas de raison de leur accorder beaucoup de crédit. Donc j'espère de tout cœur que ça pourra être une boîte à outils qui serve à l'avancée des réflexions critiques du spécisme. Et là, on touche à un point qui me tient particulièrement à cœur de mettre en lumière. C'est que ce livre, vous l'avez déjà compris si vous avez écouté les précédents épisodes, je l'ai vraiment pas écrit tout seul, c'était pas ma petite épopée dans mon coin. C'est vraiment une œuvre collective. J'ai bénéficié des connaissances, du travail et du soutien de nombreuses personnes. Et je tiens vraiment à insister sur le fait que c'est pas mon petit projet, moi je l'envisage comme un projet collectif et un projet militant. Et ne serait-ce que parce que je m'en serais pas sorti cette année si j'avais pas le soutien économique des personnes qui me soutiennent pour mon travail dans le podcast, mais en fait ça a aussi servi à l'écriture. C'était aussi un facteur indispensable sans lequel j'aurais jamais pu dégager le temps pour écrire ce livre, pour pouvoir manger mes pâtes et payer mon logement, mais aussi surtout pour avoir la tranquillité d'esprit, de pas être inquiet et d'avoir l'esprit libre pour pouvoir me consacrer à l'écriture. Donc voilà, les conditions matérielles c'est aussi super important et c'est vous, soutien du podcast, qui me l'apportez, donc merci beaucoup de soutenir mon travail. Vous avez aussi participé à ce résultat du coup. Et puis je pense que j'aurais jamais osé me lancer tout seul. C'est parce que j'étais bien entouré, que j'avais un tissu social autour de moi, des soutiens des proches, des personnes à qui parler dans le mouvement, qui m'encourageaient. Je pense que c'était essentiel à ce que je me sente rassuré et en confiance de faire ça. Et puis c'est ma vision du militantisme, mais je pense que ça dépasse même ça. J'ai l'impression que c'est le monde dont on peut rêver, en tout cas qu'on peut appeler de nos voeux, qu'on peut déjà mettre en œuvre en partie aujourd'hui.
Moi, je rêve d'un monde de solidarité, de pouvoir faire communauté, de savoir qu'on repose les uns sur les autres, qu'on peut s'entraider, qu'on reste pas isolé face au monde qui part en couille et qui est affreux et où il n'y a rien qui va. Un monde qui nous précarise, un monde qui cherche à nous diviser en permanence, qui s'attaque à tous les individus vulnérables. Et face à ça, je pense que c'est vraiment important de s'unir, d'être ensemble, de faire front, de pouvoir faire du care entre nous. Et moi, j'en ai beaucoup bénéficié pendant l'écriture, et j'espère pouvoir en donner aussi à mes proches, à des gens dans le mouvement. En tout cas, j'essaye de jamais négliger de faire ça aussi. Donc voilà, c'est aussi une mise en pratique du monde dans lequel j'ai envie de vivre. Et pour bien montrer à quel point ce livre est un outil militant, et qu'il doit exister comme tel, je me suis dit que ce serait intéressant de faire le parallèle avec le podcast, et à quel point, à nouveau, le podcast, on peut s'imaginer que c'est moi derrière mon petit micro ou devant mon ordinateur à faire mon montage. Et en fait, pas du tout. C'est une œuvre incroyablement collective. Et c'est aussi un objet militant pour moi. Et en fait, ça repose sur plein de gens qui en permanence alimentent le projet et le font vivre et lui permettent d'exister. Et du coup, je me suis amusé à faire la liste de tous les apports indispensables qui font du podcast ce qu'il est aujourd'hui et qui sont pas de moi, qui sont plein d'autres personnes qui soutiennent, participent, font œuvre aussi de faire exister le podcast à part moi. Et franchement, je pense que je sous-estimais moi-même avant de faire la liste à quel point il y a plein de personnes qui sont plus dans l'ombre évidemment que moi, dont vous entendez peut-être jamais parler, que je pense pas suffisamment à remercier, mais c'est l'occasion de le faire. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'accompagnent depuis 4 ans et qui m'aident, qui me filent plein de coups de main. Je vais vous faire la liste pour que vous voyez la diversité des façons de soutenir et de participer à ce projet collectif. Bon, déjà ça paraît évident, mais les invités, leur diversité, tous leurs travaux, c'est elles et eux qui apportent toute la matière du podcast qui est essentiellement basé sur des entretiens. Donc sans les invités, le podcast n'est rien. Mais aussi en fait toutes les ressources sur lesquelles on s'appuie collectivement dès qu'on en parle. Je veux dire, en plus des 3 recommandations que je demande à la fin, on n'arrête pas en général de mobiliser des travaux, des recherches, des rapports, etc. sur lesquels on s'appuie pour pouvoir dire ce qu'on dit dans l'épisode. Et donc c'est aussi méta parce que ces mêmes ressources ont toute une bibliographie sur lesquelles elles s'appuient. Et en fait ça fait ça connecte du coup par plein de maillons intermédiaires à toute une toile de connaissances qui est derrière nous et sur lesquelles on s'appuie explicitement mais aussi implicitement et qui permettent d'arriver aux résultats qui sont présentés, à l'analyse qui est fournie. Et puis plus largement, les sources sont d'ailleurs pas que celles qui sont explicitement citées. Moi je m'inspire énormément, ne serait-ce que pour le choix des sujets, de plein de ressources qui existent, notamment en anglais, dans d'autres langues, dans d'autres luttes aussi. Donc ça c'est des choses qui participent à faire le podcast ce qu'il est. Je l'ai dit, le soutien financier, qui me donne le temps et l'indépendance de suivre ma ligne directrice sans jamais avoir à diluer la radicalité du propos ou à faire des compromis sur le fond. Tous les conseils de lecture, de thèmes, à traiter, de recherche, d'invités que je reçois de plein de gens, ça m'aide aussi énormément. Il y a des personnes qui ont prêté leur voix dans plein d'épisodes. Il y a des personnes qui m'ont prêté du matériel, voire un bureau. Merci Swan et Lucie qui m'ont prêté régulièrement leur bureau à Paris pour faire des enregistrements. Toutes les discussions inspirantes que j'ai, les feedbacks critiques, vous étiez énormément à m'avoir répondu et conseillé des choses quand j'avais parlé du formulaire de retour anonyme. Et c'était très intéressant, ça m'a permis d'améliorer certaines choses. Et plus largement, vous êtes nombreux à me faire des suggestions en permanence par plein de canaux différents. Et c'est toujours très intéressant et enrichissant pour moi. Aussi des gens avec qui j'ai échangé autour des procédés techniques du podcast. Finalement pour le montage, le son. J'avais changé de logiciel il y a 2 ans de montage et du coup je m'étais formé avec un ami. On avait fait une formation ensemble de montage, c'était très sympa. Il y a plein de gens que j'appelle avant mes interventions publiques ou avant mes conférences avec qui j'échange des idées ou on réfléchit à des talking points comme on dit. Et ça aussi c'est très utile. Aussi le fait de se placer mutuellement dans les médias pour pouvoir intervenir ou interpeller les journalistes et les encourager à traiter tel sujet et à dire il y a telle personne qui peut parler de ça. Et en fait le fait de le faire collectivement à l'échelle du mouvement, ça permet de faire avancer la question et c'est vraiment important. On ne pense pas suffisamment à le faire. Il y a plein d'événements auxquels j'ai participé, co-organisé et qui ont permis la diffusion aussi des idées sous d'autres formes ou un peu de forger une certaine compréhension du sujet que je pouvais ensuite traiter dans le podcast et dont je bénéficiais en fait. Ça demande beaucoup de temps d'organisation, c'est vraiment très chronophage d'organiser des événements.
mais c'est aussi très utile ensuite pour faire exister la pensée antispéciste. Et voilà, donc je pense notamment à Joséphine G, avec qui j'avais co-organisé un colloque sur le spécisme à l'ENS de Lyon, et à toute l'équipe de la SPACE à Rennes, avec qui on avait fait un bel événement aussi autour de la pensée antispéciste. Et c'était très chouette. Aussi, toutes les personnes qui laissent des notes et des avis positifs sur les plateformes d'écoute, ça aide énormément à la visibilité du podcast. Il y a plus de 400 étoiles, enfin 400 personnes qui ont laissé 5 étoiles sur Spotify, ça aide énormément à le faire monter dans l'algorithme. Sur Apple Podcast aussi, sur YouTube les commentaires, enfin voilà, il y a plein de façons qui prennent vraiment pas beaucoup de temps, mais qui aident à faire monter le podcast et le faire découvrir à plein d'autres personnes. Il y a une militante incroyable, Alina, qui m'a proposé spontanément, il y a 2 ans ou 3 ans, de m'imprimer des stickers pour le podcast et de se charger de la commande et de la payer elle-même, enfin vraiment adorable. Et du coup, elle l'a distribué à plein de militantes dans Paris qui en mettaient partout, dans les bars, dans le métro. Enfin voilà, pour l'anecdote, j'ai un jour un ex qui m'écrit et qui m'envoie une photo de lui à côté d'un sticker collé à la vitre dans le métro et qui me dit « Waouh, stylé, on te voit partout, dis donc !» Bref, ça m'avait fait rire. Ça montrait à quel point les activistes sur Paris étaient trop motivés pour faire parler du podcast, le faire découvrir. Je me souviens aussi d'une magnifique œuvre à la craie sur le sol, des militantes qui avaient dessiné à la craie le logo du podcast, je crois, devant l'Académie du Climat. Trop stylé. Il y a aussi des militantes qui ont adapté un épisode en brochure. Vous pouvez trouver la brochure sur tous les sites de brochures militantes engagées. C'est l'épisode Le néocarnisme de Jocelyne Porcher avec Axel Pleust-Bror. Et j'avais été très ému qu'un épisode puisse littéralement devenir un tract militant. Et je trouvais ça très juste et très, très chouette que ça arrive. Je parle pas non plus de tout le soutien psychologique que je reçois en permanence. Je suis vraiment bien entouré dans la vie et puis dans le mouvement aussi. Donc j'ai la chance d'avoir plein de soutien quand je me sens un peu perdu ou pas sûr, ou que je doute, ou que ma confiance en moi s'effondre. Et j'ai toujours des gens qui reçoivent ça avec bienveillance et qui me reboostent et sans jugement et qui ont une présence rassurante et indispensable dans ma vie. Et puis plus largement, les amitiés et les amours que j'ai nourris dans le mouvement, ça m'alimente aussi. Et c'est indispensable au travail que je fais. On est humain, humaine. On a besoin aussi de tout cet amour qu'on a entre nous. Et c'est aussi quelque chose qu'on cultive dans le mouvement et qui fait du care et de la joie et des sentiments indispensables pour lutter. Donc voilà, ça fait une longue liste, n'est-ce pas ? C'est vraiment impressionnant toute la façon dont des centaines de personnes différentes participent finalement à faire exister ce podcast bien au-delà de moi. Donc ça me touche de faire cette liste et de changer moi-même ma perspective des fois quand je me retrouve un peu coincé dans ce narratif de c'est qu'est-ce qui m'arrive machin truc ou mon podcast machin. En fait je décentre ça et je dis non, en fait c'est une œuvre collective, c'est une œuvre militante, on l'a fait exister. Je fais beaucoup de travail mais il y a plein d'autres personnes qui travaillent pour ça. Et donc un merci vraiment du fond du cœur à toutes ces personnes-là qui m'ont aidé ces dernières années à faire exister Comme un poisson dans l'eau. Et donc c'est une façon de vous dire que le podcast, mais en fait aussi le livre, parce qu'on pourrait faire la même liste pour le livre, c'est vous qui le produisez, il est aussi à vous. C'est une œuvre collective, c'est un bien commun. Je veux pas, moi, me l'approprier. Je veux continuer sur ce mode. Je pense que c'est plus que jamais, vu le contexte de fascisation actuelle, du collectif qu'il nous faut cultiver. C'est un peu paradoxal parce que l'écriture, ça paraît vraiment une activité, en tout cas, qui est souvent décrite, romantisée même comme un exercice très solitaire. Mais non, du coup, vraiment pas. Enfin, un peu dans l'activité elle-même, et c'est vraiment effacer tout l'écosystème social sans lequel moi j'aurais jamais pu y arriver, et dans lequel j'ai puisé dans les idées, l'intelligence collective du mouvement, dans tous les soutiens dont j'ai bénéficié, dans le nombre de relectures aussi de personnes. Bref, et on peut le rendre encore plus collectif, ce livre. On peut vraiment en faire quelque chose ensemble. C'est aussi pour ça que j'ai eu envie de faire cette petite série d'épisodes, pour casser le mur, la romantisation de l'écriture, essayer de montrer quelles sont les coulisses et puis de montrer à quoi ça tient concrètement, comment ça se passe, toutes les autres personnes qui sont mobilisées à part moi, et puis de démystifier un peu ce truc-là de l'auteur, machin truc trop bizarre. Et donc je me dis que c'est pas tant le livre que moi j'ai écrit dans mon coin, mais plutôt le livre qu'on fait exister ensemble. Et je trouve que c'est une chouette perspective de le voir comme ça. Finalement, un livre, c'est un peu un sport collectif. Et son but, c'est clairement la circulation des idées dans un objectif de transformation sociale qui ne peut être que collective. C'est ça qui nous réunit, je crois. On veut un monde plus juste, et en particulier un monde sans domination, et sans la domination spéciste. Et c'est drôle, j'étais récemment à un colloque en juin
à Rennes. C'était à l'occasion des 50 ans de la libération animale de Peter Singer. Et j'ai beaucoup apprécié une des présentations de Nicolas Poirel qui démontait ce qu'il appelait le mythe des grands livres. Et c'est cette impression qu'on a parfois, notamment là il prenait l'exemple de la libération animale, cette impression que c'est ce livre qui a eu un impact gigantesque et qu'il l'a eu que par ses qualités propres. Et alors qu'en fait, quand tu regardes un peu les conditions, il est tombé au bon moment, il a rencontré un besoin, il a mis les mots justes sur des idées qui surnageaient déjà dans l'air du temps, dans les années 70, et qui avaient été en fait le fruit de plein de combats dans les années d'avant par plein de personnes beaucoup plus invisibles, et qu'il était temps de cristalliser. Et le chercheur disait aussi que c'était complètement négligé la quantité phénoménale de travail militant, anonyme et gratuit, et d'ailleurs souvent réalisé par des femmes, qui a été déployé pour porter cet ouvrage, ces idées, bien au-delà des sphères académiques, et pour le transformer en fait en outil de lutte. Et c'est ce qui en a fait le succès finalement. Et toute la circulation du livre dans l'espace public, elle n'est pas due à Peter Singer tout seul. C'est énormément de personnes qui ont participé à le faire exister, en parlant, en le distribuant, en le recommandant, de plein de façons différentes, mais qui ne sont pas dues à une seule personne, auteur, stylé, enfin voilà. Et ça a invité un peu à replacer ça dans le contexte social qui a permis à ce livre de produire quelque chose socialement. Et je trouvais ça intéressant d'essayer de démystifier encore plus cette idée-là que voilà, il y aurait des livres qui ont... Voilà, c'est ça en fait le mythe des grands livres. Et donc si vous trouvez que ce livre qu'on a fait ensemble, il est bien et il peut être utile à la lutte, s'il vous plaît, aidez-moi à continuer à le porter. J'ai vraiment envie du coup que ça puisse avoir un impact positif dans la bataille culturelle, que ça puisse être utile d'avoir fait ce panorama finalement et ce manuel d'autodéfense intellectuelle contre le spécisme. Et je sais déjà qu'il peut avoir de l'impact parce que j'ai un de mes éditeurs qui m'a fait un retour qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit waouh, moi j'étais vraiment très carniste et depuis que je l'ai lu, je mange plus d'animaux parce que vraiment je trouve ça extrêmement convaincant et je sens qu'il a complètement intégré la grille antispéciste. Il m'a interrogé dans la première rencontre en librairie le jour de la sortie et ses questions étaient incroyablement précises et pertinentes et je me suis dit waouh, il a tout compris en fait à l'antispécisme et du coup il pose vraiment les questions qu'il faut. Il y a aussi mon éditrice Gaëlle qui m'a dit ton livre il laisse vraiment pas indifférent dans la maison d'édition. Simon qui est en train de le relire nous parle tout le temps d'antispécisme pendant la pause maintenant. Donc je me dis que si ça peut avoir ce petit impact au sein de la maison d'édition, de faire réfléchir vraiment sérieusement à la question du spécisme, d'interroger nos idées préconçues, de vraiment prendre au sérieux toute la richesse de la pensée antispéciste, ça peut aussi le faire chez tout un public beaucoup plus large et il faut juste que le livre atteigne ce public. Et donc si vous voulez m'aider à le faire, de la même façon que vous m'avez aidé collectivement à porter et à faire vivre comme un poisson dans l'eau, et que vous continuez à le faire, merci, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez en parler à vos amis journalistes, à vos libraires, à vos lieux culturels, qui peuvent organiser une rencontre ou un événement chouette, un peu partout en France, moi je me déplace, il n'y a pas de souci. Et aussi pour les encourager à le commander et à le mettre en valeur, notamment dans les librairies. Et ça peut être l'occasion de discuter avec vos libraires, de leur réclamer d'avoir un étal ou un rayon vraiment sur l'antispécisme, parce qu'il y a plein de livres à y mettre. S'il n'y en a pas encore, souvent c'est noyé au rayon, alors soit un gros rayon animaux, soit encore pire, c'est dans le rayon écologie ou merveille de la nature, enfin bref. Il y a moyen de faire mieux en termes d'existence de cette question en tant que sujet social à part entière. Plus largement, c'est vraiment très utile si vous en parlez autour de vous, si vous faites du bruit autour de sa sortie. Moi j'ai vu à quel point c'est ce qui a fait exister comme un poisson dans l'eau, c'est vraiment le bouche à oreille, et je pense que ça marche pareil pour les livres. À défaut d'avoir une presse généraliste qui s'intéresse beaucoup à la question du spécisme, je pense qu'on peut le faire exister d'une façon un peu différente, en le faisant circuler entre nous, en nous le recommandant, en le partageant, en soutenant sur les réseaux aussi. Vous vous rendez pas compte à quel point 10 commentaires en plus, ça permet à plus d'une centaine de personnes de voir la publication, de voir le post et d'avoir une occasion de s'intéresser au contenu. Soutenir, liker, commenter, partager, faire des stories, ça aide vraiment beaucoup et il faut pas négliger cette façon de porter aussi les idées. Vous pouvez laisser 5 étoiles et un avis sur les plateformes qui sont pas mal utilisées, il me semble, pour que les gens puissent choisir leur lecture. Je pense à Babelio et à Goodreads. C'est la note et puis les avis, ça compte beaucoup. Et du coup, si vous avez l'habitude d'utiliser ces plateformes ou si ça vous coûte pas grand-chose de créer un compte pour laisser un chouette avis et puis 5 étoiles, ça peut être une chouette façon de soutenir aussi. Et puis si vous le lisez, dites-moi ce que vous en pensez, ce qui peut être amélioré, quel argument vous semble parlant et puis quel autre marche pas, quel passage est un peu contestable ou pas bien sourcé, ou
qu'est-ce qui manque finalement globalement dans tout le livre. Enfin, je suis vraiment curieux de savoir aussi quelles sont ses limites selon vous. Est-ce qu'il vous est utile et si oui, comment est-ce que vous l'utilisez dans votre militantisme? Moi, ça m'intéresse aussi. S'il y a des angles morts, des analyses incomplètes, des longueurs, voilà, etc. Vraiment, n'hésitez pas à me faire tous les retours aussi critiques que vous pourrez, et puis positifs si vous trouvez que c'est super, il n'y a pas de souci. Et si jamais vous ne vous sentez pas de le faire directement, par MP en étant identifiable, rappelez-vous, vous pouvez le faire de façon anonyme par le lien à la toute fin, c'est le dernier lien de mon Linktree, le Linktree du podcast. Il y a à la fois le mail du podcast, mais juste en dessous, le formulaire de retour anonyme. Voilà, si ça vous dit d'essayer de m'aider à apporter ça pour qu'on continue à faire des projets militants idéologiques ensemble. Et puis voilà, les idées avancent, on continue à les porter. Il y a des bonnes nouvelles, notamment la sortie du premier documentaire, la série documentaire LSD sur France Culture, Le monde après le spécisme, en finir avec l'oppression des animaux de Pauline Chanu. Vraiment, cette série est extraordinaire. Et il faut aussi aider à la porter, en parler, interpeller tous les autres journalistes, en faire une occasion, en fait, un moment pour dire là ça y est, je veux dire c'est à France Culture, c'est dans une émission extrêmement légitime, prestigieuse, bien considérée, il faut s'appuyer sur ça pour essayer d'obtenir d'autres victoires culturelles et avoir d'autres émissions et que le sujet avance enfin un peu dans les médias. Donc voilà, soutenez toutes les initiatives chouettes autour de l'avancée des idées antispécistes. Et puis, je voulais vous parler un petit peu de ce qui nous attend là dans les mois qui viennent. Côté podcast, moi du coup je m'y remets, ça y est, avec beaucoup de joie. J'ai été pas mal mobilisé autour de la fin de l'écriture, les relectures pendant l'été, la préparation de la promo, les événements de rentrée. Enfin voilà, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Donc j'ai pas eu le temps de tout de suite pouvoir démarrer la saison. Mais là ça y est, j'ai des épisodes de côté, j'ai des enregistrements qui reprennent, j'ai plein d'idées dont j'ai envie de vous parler et de personnes que j'ai envie de mettre en valeur dans le podcast. Et donc ça arrive pour cette nouvelle saison finalement qui commence de Comme un poisson dans l'eau. Où voilà, il y a plein de choses qui pendant un an, j'ai pas forcément eu le temps de les traiter, j'ai pas pu faire autant d'épisodes que je voulais la saison dernière du fait de l'écriture, mais je mettais les idées de côté et des fois j'avais le temps de faire quand même un enregistrement mais pas de le monter et de le diffuser, donc il y a plein d'idées dont j'ai envie de vous parler et du coup ça viendra très vite. Merci beaucoup d'avoir écouté cette série et de vous intéresser un peu à ce projet. Et j'espère que ça peut inspirer plein d'entre vous à trouver la motivation et en fait trouver le tissu social qu'il faut pour se motiver et avoir la confiance d'écrire ou de se lancer dans des projets similaires qui peuvent aider à porter les idées. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de plus de conseils précis ou enfin voilà, si je peux vous aider de quelque manière, je serais ravi de le faire. Et puis voilà, c'était des épisodes un peu plus spontanés, un peu plus improvisés, où je parlais sur un ton un peu plus personnel et je me suis laissé emporter en partie par ça. J'espère que ça vous a plu et que c'était quand même intéressant. Et j'espère vraiment, retour à l'épisode 1, que c'était pas nombriliste, parce que c'était pas le but. Au contraire, c'était vraiment que vous ayez pas cette idée de moi tout seul derrière mon clavier, mais que voilà, vous voyez à quel point c'est social cette histoire. Voilà, j'en dis pas plus, c'est déjà un épisode un peu long. Et puis je vous fais des gros bisous et on s'entend vite. Bis.